Bonjour tout le monde, je suis Elisabeth Laville et je pense que comme la musique s'est arrêtée, nous commençons. Je suis très contente d'être avec vous ce matin avec Lydie Edelcourt et Philippe Fimano que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous allons parler de tout ce qui est la manufacture où Lee et Philippe sont en train de co-créer une exposition à l'île Saint-Sauveur, qui est donc l'île, la capitale européenne du design cette année. Design est en train d'être redéfini ou interpellé. Ce n'est peut-être pas la fin du design, comme Lee le disait dans son manifesto 2019. Comme point d'entrée, je voudrais vous faire une citation d'un économiste australien. Les gens achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin avec des gens dont ils n'ont pas besoin. Ceci est approximatif et peut donc définir aussi ce que disait Raymond Davis dans les années 60, que la laideur ne se vend pas bien, en suggérant que le design et son rôle, c'est d'aider. La connexion est très mauvaise, l'interprète ne comprend pas tout. Donc maintenant, aujourd'hui, il ne s'agit pas de produire plus pour vendre plus. On en discutait avec Philippe Start il y a des années, 20 ans. Il faudrait demander aux produits s'ils ont le droit d'exister. Parce qu'en fait, pourquoi réinventer un produit qui marche bien, qui fonctionne bien, puisque cela, évidemment, a des impacts sur l'environnement et sur les ressources naturelles. Pourquoi vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin? Big McDonough des USA disait que le design est un signe d'intention humaine. Et il faut toujours se demander, est-ce que c'est vraiment le plan? Est-ce que c'est vraiment le plan de mettre du plastique dans les océans? Et si ce n'est pas le plan, quelle est l'alternative? Donc aujourd'hui, je pense qu'au milieu de cette crise et de cette pandémie, je voulais dire après la pandémie, mais en fait, on va dire au milieu de la pandémie, il y a vraiment le besoin de mettre un changement de paramètres, de paradigme et changer la manière dont nous produisons les choses dont on a besoin, quand nous en avons besoin, avec des produits dont nous avons besoin et des ressources dont nous avons besoin, en tenant en compte les limites de la planète. Un autre aspect, c'est que nous passons d'une crise à une autre crise, que la plupart des régions nous avons désindustrialisé, nous avons réduit nos capacités de construire, industrielle. Et ça, c'est un challenge pour le développement, pour la résilience, etc. Il y a des études sur les manufactures françaises et on voit que l'index français est seulement de 8% pour les meilleurs, c'est-à-dire Paris et Lyon. La moyenne, on est à 3%. Donc seulement à 3% de ce que nous consommons en termes de produits manufacturés viennent de la région. Donc, j'espère que nous allons voir beaucoup de nouvelles approches pour pouvoir relocaliser en utilisant des ressources locales dans un esprit d'économie circulaire. Dans le cadre de communautés ouvertes, en utilisant des data, des open source pour produire des petites séries pour plus partager. Ce sont des questions donc fascinantes. Et vous, Lee et Philippe, vous en parlez dans votre exposition que vous avez co-créée à la gare Saint-Sauveur, Lille. Je pense que ça commence à partir de début novembre. Nous allons pouvoir y aller. L'exposition s'appelle La manufacture Labor of Love et c'est dans le contexte de ce programme général de l'île capitale européenne du design. Donc, il y a aussi beaucoup de concepts qui sont mis en œuvre.
comment promouvoir le développement économique et social à Lille, même si nous ne sommes pas lillois, ni les uns ni les autres ici, autour de cette table ronde. Ça va être donc sur l'artisanat, sur la manufacture. Nous discutons une petite introduction, donc Lille Edelcourt Trade Forecaster est une éditeur. Votre société Trend Union produit des outils pour des producteurs et réfléchit à des stratégies de production. Il y a quelques années, vous avez publié un manifeste anti-production, pardon, anti-mode, pour réinventer la mode. Vous êtes aussi la doyenne à New York d'un séminaire. Vous avez créé un master. Vous êtes une des personnes les plus influenceuses selon le Time Magazine et dans le design contemporain. En 2020, j'espère que nous aurons l'occasion de savoir plus. Vous avez commencé le Forum de l'espoir mondial afin de reconstruire une meilleure société. Philippe, vous êtes un analyste de tendance, un auteur. Vous écrivez des livres, des magazines et avec Lee, vous avez co-créé des différentes expositions à Paris, à Tokyo. Il y a quelques années, vous avez cofondé Textiles pour l'innovation par le biais de publications et d'expositions. Beaucoup de choses et beaucoup d'activités de votre part. Nous allons commencer par... vous pourriez peut-être nous dire quels sont vos objectifs et vos contenus de cette exposition et les 12 différents sujets que vous avez développés dans ce projet. Vous aviez quelques diapos, mais on ne va pas pouvoir les voir. Et nous allons utiliser notre esprit comme le font les designers en général. Je ne sais pas lequel d'entre vous préfère commencer. Merci pour cette introduction. Vous avez quasiment tout dit, mais je vais essayer d'entrer plus en détail. Je suis aux Pays-Bas, puisque nous allons commencer la semaine virtuelle du design, qui ne sera que virtuelle cette année. Aujourd'hui, j'ai pris un café en face de l'hôtel et la serveuse me disait qu'elle aimait beaucoup son confinement. Mais après, nous sommes revenus aux anciennes vieilles habitudes. Et je trouve c'est comme un nouvel essai pour essayer de comprendre ce que j'ai vraiment besoin de faire. C'est intéressant qu'il y ait, me disait-elle, c'est intéressant d'avoir une deuxième chance pour comprendre. Nous, c'est là où nous en sommes. Nous essayons de trouver de nouvelles manières de vivre, de réfléchir, de prendre le temps différemment, de faire attention aux ressources et aux personnes et à la planète. Dans la plupart des processus de production ne s'en préoccupent pas. Et c'est pourquoi nous avons fait cette exposition La manufacture à Lille, pour mettre ensemble, rassembler des designers, une nouvelle génération qui veut prendre soin et qui, au niveau des processus de production. Le focus est donc sur la production. C'est un éventail de choix, c'est très intéressant. Mais ça se focalise aussi sur l'introduction de comment introduire et inclure les personnes dans le processus, comment prendre soin de la planète avec les matériaux que nous utilisons, que nous recréons la nature.
Donc, c'est le travail de l'amour, ce qui est assez particulier. L'intelligence artificielle va probablement voler tous les jobs sur la planète, et nous allons devoir réinventer comment nous épanouir, comment faire des activités qui marchent. Et ça sera peut-être plus près de l'amateurisme, parce que ça ne serait peut-être pas un job comme avant. Ce sera du travail de l'amour, parce que c'est ce que nous souhaitons vraiment faire, ce que nous souhaitons faire. Comment réinventer nos vies en incluant des activités de production. Donc, le travail de l'amour, travailler et l'être humain sont très liés, c'est très influencé. Et le début de l'exposition, c'est autour de ce sujet, autour du bleu, comment inclure les ouvriers dans la production. Donc, on montre différents tabliers de travail pour montrer des éléments. Cette exposition est importante. C'est une exposition dans un moment de temps. Nous avons fait comme une petite Bible, un énorme bouquin. Chaque page donne toutes les recettes de ce que font les gens, ce qu'ont inventé les gens, de comment utiliser le papier journal, comment ils ont utilisé différents éléments de la nature, de la pierre. Et c'est comme un résumé d'aujourd'hui. Et je vous le recommande vraiment parce que c'est comme une analyse, peut-être pas exhaustive. Cela regroupe toutes les différentes techniques et les inventions qui existent dans le monde du design. C'est aussi une mine pour les designers. Ceux qui se sont lancés après la fin de leurs études et ont essayé de construire cette meilleure société. Ce sont des personnes qui se posent des questions, qui sont conscients et qui veulent créer. Nous ne voulons pas arrêter de créer. Nous ne pensons pas que le monde ne produira pas. Nous ne croyons pas que ça existe, que nous ne consommerons plus. Je crois que nous devons consommer mieux, produire mieux, nous épanouir plus, etc. Je pense que Philippe, vous pourriez nous introduire au sujet, aux thématiques de cette expo, et je rajouterai peut-être quelque chose de manière la plus audible possible. Je vous passe le micro. Je pense qu'effectivement, vous avez fait un tour de l'exposition. C'est de montrer comment cette génération nous mène vers un futur meilleur en prenant soin des personnes et de la planète. Et je pense que ce qui est intéressant, à part le fait qu'ils construisent leurs propres machines, leurs propres concepts, c'est une sorte des hybrides entre l'artisanat et la production et la production de séries industrielles. Je crois que ce qui ressort de cette exposition aussi, c'est qu'ils redéfinissent des manières nouvelles de recevoir des paiements. C'est une nouvelle économie mondiale où ils travailleront parce qu'ils aiment leur travail, parce qu'ils sont épanouis en travaillant, en faisant ce qu'ils font, en étant altruistes par rapport à d'autres personnes, en travaillant dans le recycling, le upcycling, en prenant non seulement des ressources de la planète, mais aussi en nettoyant les déchets. Donc, je pense que c'est une philosophie circulaire qui vient de cette nouvelle génération. Nous avons 70 designers qui participent dans cette exposition et qui définissent cette nouvelle période que nous aurons à commencer après la pandémie. Comme ça
ça a été dit, il y a 12 sujets principaux dans cette exposition. Là, c'est tendances et matériaux, comment nous développons des idées. J'en dirai quelques mots, mais comme nous le disions tout à l'heure, vous trouverez toutes les informations sur le catalogue. Les premiers, je pense, la première idée, c'est de créer communauté. Ceux qui essaient de donner des exemples de design social pour aider les autres qui ont moins de chance, que ce soit les SDF ou des personnes avec des besoins spéciaux, ou bien juste aider la planète, je dirais en général. Bien sûr, Lee et moi, nous sommes très passionnés par rapport à la résurrection du textile. Dans une ville comme Lille, surtout, nous avons Weaving Wonder, le miracle des tisserands, du tissage. Donc, tout ce qui tourne autour du design intérieur. Cela inclut aussi des pop-up studios formidables de Daniel Harris, qui a commencé le premier studio à Londres il y a plus de 100 ans. C'est le London Cloth Company. Et en design, tout ce qui est recycling, tout ce qui est les déchets est un point de référence particulièrement important. Et comment est-ce que des mines de matériaux qui existent déjà, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser? Comment utiliser ce que nous avons autour de nous? Apple, par exemple, a lancé hier un nouvel équipement, des téléphones et technologies, des matériaux en surplus qui circulent, ce qui n'est pas nécessaire, évidemment. Donc, c'est cette idée de cette manière un peu ancienne, démodée de concevoir et de produire. Donc, ces jeunes designs utilisent des déchets en ligne, des débris de la société pour faire de nouveaux designs. Beaucoup de ces matériaux sont transformés. Nous avons une section qui s'appelle « Travailler le bois », voir comment est-ce que les designers réinventent l'utilisation de bois pour lui redonner son identité, son essence, pour montrer que cela vient de la nature, que ce n'est pas un matériau industriel. Un peu, de la même manière, nous avons aussi tailler la pierre, donc l'industrie de la pierre, et au lieu de faire des carrières et de prendre des déchets de l'industrie du marbre et de la pierre en général, il y a une tendance qui n'est pas seulement de la recyclage, mais aussi utiliser de la pulpe, de tout ce qui vient du textile, du papier, etc. Mais pas seulement, mais aussi qui viennent de déchets ou de morceaux, de particules de bois et de plastique. Ensuite, nous avons aussi la suite d'une longue philosophie et d'une tendance qui s'appelle post-fossil. C'est l'excavation donc différents types de silex, de fossiles qui sont créés en utilisant de nouvelles techniques et de nouvelles philosophies. Ensuite, nous avons aussi tout ce qui tourne autour de la terre, l'importance d'utiliser de l'argile, de la terre comme matériau, matière première, notamment dans la céramique, ou une autre section par rapport aux métaux, la forgerie, tout ce qui est forgé, transformé des métaux, mais aussi l'aspect du recyclage, notamment les déchets et tout ce qui se trouve dans le contexte urbain. Ensuite, il y a le verre industriel, le verre artisanal, qui est donc un produit qui peut être retransformé, recréé. Ensuite, il y a le concept de redonner l'essence à leurs matériaux pour ce qui est important pour les designers. Le matériau et l'essence est le message principal. Et beaucoup de designers sont un peu comme des agriculteurs quasiment. Ils créent leurs propres fibres, ils analysent et font des recherches sur les fibres pour donner une qualité sauvage, quasiment de nouvelles identités. Ensuite, il y a de jeunes designers
et d'autres qui ont produit des articles intéressants. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est les matériaux qui grandissent, des matériaux, par exemple, biologiques, essayer de copier l'essence de la nature, par exemple, utilisant des algues, des champignons, décomposer des matériaux, tout ce qui peut créer de nouvelles essences, de nouvelles espèces par le design, aussi pour tout ce qui est ameublement. Un de mes produits plus préférés, c'est un concept que nous sommes en train d'aboutir. C'est Full Grown. Il y a quelques années, ils ont décidé de voir si ça serait intéressant, si on pourrait récolter du design d'arbres. Ils ont créé une sorte de tableau avec des chaises et des lampes. Et les chaises, mettre 7 ans pour devenir une chaise et quelques années aussi pour une lampe, ça coûte beaucoup parce qu'il faut mettre beaucoup de travail d'amour pour aider la nature à arriver à la forme que l'on attend. Et pour que nous puissions nous asseoir dessus et pour que ça ait la bonne solidité. C'est intéressant de voir que toutes ces chaises grandissent petit à petit. Vous pouvez juste les cueillir comme une pomme. Ça, c'est intéressant. Et nous allons pouvoir faire de l'ingénierie biologique pour les formes ou même pour de la construction. Et nous n'aurons pas besoin de produire des produits et les couper. Nous allons pouvoir les produire pendant qu'ils grandissent dans différents matériaux, comme de l'herbe, de la glace, avec des universités d'agriculture et d'autres instituts de design. Ça va être formidable. C'est là où on ouvre la porte à de nouveaux espaces inconnus. Philippe, are you done with the 12 Bien. Philippe, ça y est, vous avez tout dit? Oui, je pense que oui, je n'ai rien oublié, c'est parfait. En vous écoutant, je me suis demandé quand est-ce que je pourrais venir à Lille, mais ça va être difficile. En tout cas, quelques questions peut-être. Quand nous avons préparé cette séance, nous nous demandions par rapport aux manufactures. C'est un terme un peu démodé peut-être, que l'on utilise aussi par des producteurs, parce que les usines aujourd'hui sont vues comme des éléments qui polluent dans notre vie, au niveau de l'environnement, mais aussi visuellement. Et aujourd'hui, nous les avons éjectés des villes, souvent très loin de chez nous, dans des pays du Sud. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on peut refaire Industry Great Again? Est-ce qu'on peut remettre l'industrie au centre et faire d'une usine quelque chose, un endroit de création positive pour les personnes et pour la planète? Est-ce que c'est possible? C'est envisageable? Est-ce qu'il y a des mix de technologies que les designers sont en train de réinventer qui pourraient nous aider à atteindre ce changement de paramètres dans le cadre des industries? Je pense que c'est tout à fait possible. Et beaucoup de jeunes designers ou des groupes d'ingénieurs achètent des anciennes usines pour le faire. Ils ont complètement changé leur parc. Ils ont adapté leur monde et leurs standards, leurs normes. Et ils utilisent de l'argile. Ils continuent plutôt comme un cottage industry, c'est-à-dire une industrie à petit niveau individuel de la famille. Et dans le cas, par exemple, de Daniel Harris,
qui a fait une compagnie. Il achète de vieilles machines et de plusieurs vieilles machines, il en fait de nouvelles. Et il est en train de le faire. Et toutes ces espèces de déchets de machines deviennent quelque chose d'utilisable. Pour le textile, notamment, on commence à le connaître aussi dans le monde de la mode, parce que ce sont des machines très anciennes qui font d'anciennes textures, d'anciens vêtements. Il a travaillé avec la NASA et des métaux, avec des tissus particuliers pour faire les vêtements des astronautes. La seule manière de tisser ces tissus, c'est de le faire sur les anciennes machines. Donc, c'était étonnant de voir que vous avez dans d'une ancienne machine pour faire quelque chose de très futuristique. C'est quelque chose que nous n'arrêtons pas de voir des éléments du passé et du futur. Et ils se rencontrent aujourd'hui. C'est très hybride. Nous utilisons de l'ancien et du nouveau, presque sans interruption, pour faire quelque chose de nouveau. Il me semble que j'ai lu un article sur l'innovation paléolithique, c'est-à-dire prendre le meilleur du passé, le mélanger avec, par exemple, l'impression 3D et d'autres technologies actuelles, contemporaines, prendre ce qu'il y a de meilleur dans le passé et penser ce qu'il y a de meilleur pour l'avenir et en faire un projet. Je pense effectivement que nos réponses se trouvent dans le passé et le passé indigène, autochtone de notre planète, et que nous ne pensons pas que sans les anciennes recettes, nous serons capables d'arriver à quelque chose. C'est pour ça que les excavations sont importantes, les vestiges sont importants. Nous devons trouver les manières dont les personnes ont trouvé la manière de faire les assainissements d'eau usée, etc., la production d'eau potable. Le London Clothes Company, les personnes aussi qui créent donc ces chaises végétales aux États-Unis, c'est une manière d'avoir une autre relation avec le temps. Je pense aussi à la manufacture de chaussures Weston qui utilise de très anciennes machines pour travailler le cuir. Et aujourd'hui, ils vont produire les pièces dont ils ont besoin, les pièces détachées dont ils ont besoin, parce que plus personne ne les construit dans le monde. Et ils ont une autre relation avec le temps, parce que je sais que pour certaines de leur processus de production, ils font de la macération dans des fûts de chêne, et ça met 3 mois, alors qu'en utilisant des produits chimiques, ça met 3 jours ou 3 heures. Donc, vous voyez dans cette exposition, est-ce que vous voyez, vous montrez dans cette exposition aussi ces différentes manières de procéder et de comment est-ce qu'on pourrait parler de cette notion du temps? Alors, depuis les années 90, les choses n'ont cessé de s'accélérer. Tout le monde voulait des choses toujours plus rapidement. Il fallait faire les choses plus rapidement, produire plus rapidement, voyager plus rapidement également. Et au fait, nous nous rendons compte que ce système ne marche plus. Et cette recherche de la rapidité à tout prix, au fait, c'est quelque chose qui n'est plus valable aujourd'hui. Et donc, on a commencé à penser au fait d'aller beaucoup plus doucement dans la production, trouver des solutions qui, au fait, soient en accord avec la notion du temps. Et ce qui, aujourd'hui, nous maintient en vie, c'est justement ce fait qu'il ne faut pas courir après le temps, courir après le monde qui avance et rechercher à tout prix un profit, mais plutôt
voilà, retrouver quelque chose qui soit en accord avec nous-mêmes et avec le monde, abandonner cette conception un petit peu démodée et arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec le temps. Et en tout cas, il faut ralentir notre consommation et notre rapport avec le temps. Oui, allez-y. Alors, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, Philippe, vous avez dit que la pandémie nous a fait prendre conscience du fait qu'il faut ralentir les choses. Nous avons déjà entendu beaucoup de designers qui ont partagé cette même idée. Et vous pensez au fait que cette tendance va continuer? Alors, je pense qu'on a besoin de quelques confinements en plus pour peut-être vraiment arriver à ralentir. Mais il est vrai qu'il y a de nombreux designers qui partagent de plus en plus cette idée. Et au fait, ils ont exprimé leur ras-le-bol d'être au fait mis de côté. Et au fait, les designers en avaient un petit peu ras-le-bol d'être toujours pressés un petit peu comme des citrons et pour qu'on leur demande d'accélérer. Et leur demande était vraiment d'arrêter ce système. Et, mais on ne sait pas trop comment faire, comment se débarrasser de ça. Mais c'est vrai que la Terre est en train, et la planète est en train de brûler à petit feu. Donc, si vous pensez à tous les vêtements qui ont été produits et si vous pensez que vous allez les brûler petit à petit, vous imaginez ce que ça peut faire? Quel est le résultat auquel on peut aboutir? Donc, au fait, nous devons au fait éviter d'arriver à produire en si grande quantité. Et c'est un petit peu ce qu'on veut montrer à travers cette exposition. Il faut produire en fonction de la demande uniquement. Alors, on a peut-être faire un peu sur demande, sur mesure, des tailles en plus, quelques couleurs différentes. Mais des lampes en journal. Et c'est... Au fait, il va falloir allier la mesure et le plaisir. Alors, pour ce qui est de la dimension locale de la production, j'ai déjà parlé du fait que dans nos régions et dans les pays occidentaux, les capacités de production ont baissé et que vous pensez parler au fait de production locale ou par exemple de Made in France ou de Made in dans un pays a un véritable sens. Et faut-il vraiment utiliser les ressources locales pour arriver à une autosuffisance? Au fait, je suis en train d'élaborer ce type de pensée et je pense que les solutions ne seront pas les mêmes en fonction de la région ou du pays dans lequel on se trouve. Au fait, en fonction du pays, les solutions qui seront trouvées doivent être trouvées dans le pays même. Par exemple, en Italie, c'est le pays même qui va devoir trouver sa solution et donc mais je pense que il faut également se
tourner peut-être pour ce qui est du volume vers certaines industries japonaises qui sont tout à fait capables de faire ça. Et je pense de toute façon qu'il y aura des nouvelles recettes, des nouvelles manières de faire. Philippe, voulez-vous ajouter quelque chose à ce sujet? Alors, nous avons tous parlé sur le fait que la consommation sera de plus en plus locale, même pour ce qui concerne la nourriture. Mais cela s'applique à tous les types d'industries. Il faut plutôt trouver la bonne recette, la bonne solution pour chaque pays. Et je pense que les nouvelles générations, elles vont vouloir avoir des produits qui sont locaux et non pas quelque chose qui arrive de très loin. Les générations actuelles pensent beaucoup plus à leur empreinte carbone et essayent de le diminuer. Et même le fait de voyager, on va peut-être voyager même localement. Et donc, on va revenir peut-être à des marques beaucoup plus locales, chose qui n'était jamais arrivée dans les 60 dernières années. Alors, on parlait de désindustrialisation, et notamment en France, il y a de nombreuses villes qui ont été affectées par la désindustrialisation. Et souvent, les personnes se sont retrouvées sans emploi et par contre, elles se sont retrouvées en difficulté pour continuer à vivre. Donc, pensez-vous qu'il y a une résilience sociale à laquelle nous allons assister? Oui, oui, au fait, nous ne devons plus avoir des grosses industries, mais des unités beaucoup plus petites, beaucoup plus locales. Peut-être un petit peu plus aventureuses, on va dire, mais et même pour ce qui est pour ce qui est les hôtels et des restaurants, même les centres-villes vont changer. Et ça, nous le voyons déjà maintenant. Et dans la situation actuelle, les personnes ont découvert que toutes les ressources locales et les ressources du pays peuvent être utilisées. Donc, c'est un peu une redécouverte qui a été faite à l'issue de ce confinement. Et donc, cela est... Donc, si on a d'un côté l'exode des grandes villes et puis le fait de pouvoir retravailler sur des unités plus petites, cela nous donnera peut-être une recette intermédiaire. Et c'est un petit peu ce qui arrive au fait avec l'industrie alimentaire. Donc, on passe du producteur au consommateur directement. C'est un petit peu ça. Alors, dans l'exposition, on parle du concept philosophique de nouveaux matériaux. Alors, le matériau peut être considéré comme un être vivant, comme générateur d'énergie. Philippe, tu peux nous en dire un petit peu plus? Et peut-être, après, j'aurai une question sur la dématérialisation. Et pour avoir donc des éléments et des produits qui soient beaucoup plus respectueux de la planète. Et dématérialisation, non pas comme avoir un service à la place d'un produit. Voilà. Alors, je commencerai par la deuxième partie. Et
Dans le design, nous nous sommes totalement dédiés pour trouver ces types de solutions. C'est ce qu'on appelle souvent d'une manière un peu ennuyeuse design thinking, mais le résultat auquel on aboutit n'est pas toujours la solution, mais je pense qu'il faut laisser quand même libre cours à son imagination et peut-être construire, avoir comme une image mentale des objets. Et au lieu de faire les choses de manière physique, on aura plutôt une image mentale, on pensera à un produit, à un objet. Donc c'est plutôt le sentiment qui est privilégié plutôt que le fait de détenir l'objet lui-même. Et on sera peut-être animé par des éléments plus spirituels dans notre façon de vivre. Et aujourd'hui, on parle de donner comme une vie aux matériaux, et cela devrait éviter au fait qu'on vienne piller la terre encore plus. Donc chaque matériau, même créé par l'homme, a des atomes, donc c'est un être vivant. Ce n'est pas un être inanimé. Même un petit caillou. Et cette énergie, nous devons la recueillir et cela pourrait nous amener à une nouvelle conception du design. Un peu comme l'animisme qui, au fait, reconnaît l'âme de chaque objet et de tout, et que donc tout élément qui a une âme a le droit de vivre. Alors, peut-être que cela amènera également à plus de respect à l'égard des objets, donc ce qui fera que nous les choisirons mieux, que nous les garderons plus longtemps et nous éviterons de les jeter aussi vite comme nous le faisons maintenant. Donc, au fait, ce sera un rapport différent à la consommation que nous aurons. Alors, cela me rappelle un petit peu les personnes qui sont véganes et qui disent qu'elles veulent, au fait, respecter les animaux. C'est un petit peu dans le même ordre d'idée. Philippe, voulez-vous ajouter quelque chose sur ce concept de dématérialisation? Alors, ce que nous avons expliqué, au fait, c'est l'essence. Alors, nous n'avons pas besoin de marketing, nous ne devons pas créer des mensonges pour consommer, mais nous devons respecter les valeurs des matériaux. Chose que nous avons un petit peu oubliée pendant un certain temps. Et je pense que c'est une période qui nous attend et qui va être pleine d'idées et très excitante. Et voilà. Alors, j'ai une question. C'est comment prendre conscience de ce qui se passe et comment cela va affecter la façon dont nous travaillons. Et j'ai une question aussi sur le rôle des designers
Quel est leur rôle pour ouvrir les consciences, pour faire prendre conscience sur la société, sur... Pensez-vous au fait que le design a un véritable rôle, par exemple, sur comment, en fait, on produit et au fait, comment est-ce que le design peut permettre d'augmenter la prise de conscience de ce changement? Alors, probablement, il faut procéder en amenant des exemples. Je pense que c'est la solution. Et il y a des... Et donc, on espère qu'en Europe, au fait, on puisse se réveiller et que l'on puisse avoir, je veux dire, un prix minimum commun pour le même objet, parce qu'il y a des magasins qui vraiment vendent des objets à un prix qui est vraiment trop bas. Et je pense qu'il faut également financer, parce que nous attendons en fait des nouveaux modes de financement et nous avons besoin d'une banque qui soit beaucoup plus humaniste et c'est un petit peu ce qui se passe en France. Et au fait, nous allons assister à un changement énorme parce que le souhait pour un changement de monnaie et si on travaille uniquement en se basant sur l'intuition du designers, nous arriverions à trouver le bon compromis et la bonne solution. Mais si l'on continue à nourrir cette idée que les magasins doivent se remplir, la voie n'est pas la bonne. Nous avons fait une exposition où on disait, où le message était de dire prenons une pause, faisons une pause, relaxons-nous, respirons avant d'avancer à nouveau. Génial, donc nous avons encore 10 minutes. Alors, il y a une question sur le fait d'utiliser cette idée d'inclure au fait la production locale. Donc, alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. C'est un mouvement qui est en train de naître. Et c'est une espèce de partenariat entre la France et la Chine. Et au fait, ils ont impliqué les travailleurs dans ce processus de création. Et pour comprendre aussi pourquoi ils travaillent, comment ils travaillent. Et au fait, l'important dans cela, c'est de comprendre vraiment qu'il y a des grandes ressources dans les équipes qui travaillent et que ces équipes, au fait, sont une ressource. Alors, il y a aussi une question de visibilité et de respect à l'égard des personnes. Et tout cela tourne également autour du fait du respect à l'égard de la société. Et ce projet en est un exemple. Et donc, on a Camif, qui est une plateforme française d'ameublement. Et les meubles viennent souvent, arrivent
de l'étranger. Alors là, ils ont fait un tour et au fait, ils ont créé des ateliers créatifs et du Made in France. Et alors, ils n'ont pas travaillé qu'avec des designers. En fait, les designers ont été des facilitateurs dans ce type d'atelier. Mais ce sont vraiment les employés des différents fournisseurs qui ont participé à ces ateliers. Alors, cela se rapproche également d'une très grande tendance actuelle. Et nous avons vu que pendant le confinement, les personnes, au fait, ont commencé à se recentrer sur elles-mêmes. Elles ont commencé à broder, à faire la cuisine, à faire des tas de choses elles-mêmes. Et ça, c'est une tendance qui va se prolonger. Et c'est peut-être ce qui va nous permettre de nous réapproprier notre siècle. Okay, wonderful. Yeah. Okay. We have another question. Alors, nous avons une autre question de Thomas, alors qui revient à ce que Philippe était en train de dire, donc le besoin de ralentir, notamment pour la mode. Comment est-ce que nous pouvons continuer à avoir des tendances de la mode et faire rimer ça avec le fait de ralentir? Parce qu'au fait, quand on parle de tendance de mode, on a plutôt une idée de courir après quelque chose. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Alors, il y a une première idée des tendances. Alors, les tendances, il y en a toujours. Elles sont partie de la culture. Elles font partie de l'évolution de notre culture. Mais après, il y a la définition marketing de la tendance qui a été créée par les médias, par les hommes d'affaires, qui au fait encourage les personnes à courir après quelque chose. Et au fait, l'idée de là naît l'idée qu'il faut toujours remplacer déjà ce que l'on a. Et c'est quelque chose qui est un petit peu hors du temps en ce moment. Donc je pense que, avant tout, il faut redéfinir la perception et cette idée de la tendance. Et ensuite, ce phénomène arrive des personnes elles-mêmes, de ce qu'ils ressentent. Nous allons devoir lutter contre ce fast fashion et au fait détricoter cette idée. Il faudra par contre se focaliser sur de réinventer même ce que nous avons déjà. Un petit peu peut-être retransformé à partir de choses que l'on avait déjà dans sa garde-robe. Voilà, un petit peu comme on faisait avant. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, une dernière question, et puis 2 minutes encore pour Liedewey. Alors, une question sur le rapport à la nature. Tu as parlé de ce contact, parler à la nature, l'inspiration qui vient de la nature, tous ces éléments pour créer un monde meilleur. Donc peut-être une approche un peu plus interdisciplinaire avec les chimistes, les biologistes, etc. Et comment est-ce que la nature peut nous apprendre à gérer, à limiter la pollution? Alors, il faut co-dessiner, co-designing avec la nature, donc utiliser les matériaux naturels. La nature doit être notre partenaire. Ce doit être notre partenaire quelque part au niveau technique. Il doit également nous inspirer.
Et les processus que nous créons doivent intégrer la nature parce que en soi, c'est un processus parfait. Et c'est un système qui est tellement bon que nous devons essayer de prendre le meilleur de la nature. Oui, au fait, actuellement, nous pouvons voir comment les forêts réagissent et voir comment les arbres interagissent entre eux. Ces systèmes sont beaucoup plus performants que notre Internet. Ils peuvent cacher des choses, ils peuvent créer des choses. Voilà, il y a une espèce de communauté et d'interaction qui se crée entre les arbres. Et au fait, on se rend compte qu'il y a une intelligence bien supérieure dans la nature. Et nous allons prendre conscience de cela de plus en plus dans les prochaines années. Voilà, au fait, on parle plutôt d'intelligence distribuée plutôt que de concentrée. Et peut-être pour conclure, pouvez-nous dire quelque chose pour conclure sur ce World Forum? Alors, pendant le premier confinement, on était à Cape Town et nous avons été étonnés de voir que nos interviews, au fait, étaient devenues un peu virales. Et nous avons eu le sentiment que nous avons vraiment pris conscience que nous avions un rôle à jouer dans ce processus de créativité. Et nous voulons repousser, au fait, les limites de tout ce qui est créativité. Et donc, nous devons recueillir toutes les idées, tout ce qui est en open source. Et nous allons donc utiliser des ambassadeurs dans les différentes régions, dans les différents pays, qui agiront et qui répandront, au fait, cette prise de conscience. Nous, au fait, le World Forum, nous avions l'impression que jusqu'à maintenant, il travaillait pour les riches. Et nous devons en faire quelque chose, au fait, qui devient partie intégrante pour faire partie intégrante du système. Et nous devons donc nous focaliser sur nos forces en ce moment et tendre vers quelque chose qui nous permettra de mettre ensemble toutes les nouvelles idées, un petit peu comme dans l'exposition. Il faut pouvoir exposer et mettre ensemble tous les éléments qui arrivent de la mode, du design, de l'industrie alimentaire. Et au fait, on avancera un petit peu comme un enfant qui fait ses premiers pas. Ça prendra du temps, mais c'est quelque chose qui nous fera avancer. Et le public pourra nous suivre sur le compte Instagram et ils pourront également lire des articles qui expliqueront un petit peu ces nouvelles tendances pour le futur. Mais essayez de nous suivre sur Instagram. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et nous arrivons donc à la fin. Et là, il faudra que l'on trouve un moyen d'aller à Lille pour voir l'exposition. Alors, le 8 novembre, l'exposition est du mercredi au dimanche. Alors, il y a beaucoup d'espace, donc les distances seront respectées entre les personnes. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir. Voilà.
Merci beaucoup. Et si vous ne pouvez pas vous rendre à l'exposition, vous avez également le livre A Labor of Love et vous aurez tous les éléments de l'exposition qui sont repris. Edelcourt.com. Merci beaucoup. Au revoir.